Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 8 coups d'État depuis 2020. L'Afrique connaît à nouveau la résurgence des régimes militaires. Mais que traduisent-ils? Comment comprendre les coups d'État à répétition sur le continent? Les acquis démocratiques engrangés depuis le début des années 90 sont-ils en péril? Deux invités avec moi pour en parler. Loïc Le Floch-Prigent, vous avez dirigé de grandes entreprises françaises dont Gaz de France, SNCF et bien sûr Elf Aquitaine, devenu aujourd'hui Total. L'Afrique, vous connaissez. La France-Afrique, vous connaissez aussi. Pas vous personnellement, mais votre pays, la France, a fait et défait les régimes sur le continent. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci au titre particulièrement intéressant pour notre émission « Carnet de route d'un Africain, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui ». Évidemment, nous allons avec vous partager votre regard que vous posez sur l'Afrique d'aujourd'hui qui connaît la résurgence des régimes militaires, mais nous essaierons aussi de comprendre ce sentiment dit anti-français qui prend de l'ampleur, notamment dans les États francophones du continent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. David Assiba Johnson, vous êtes, vous, professeur des universités, ancien directeur de l'École supérieure de commerce de Clermont. Vous avez formé des générations d'étudiants français et étrangers, dont beaucoup appartiennent aujourd'hui à la haute administration et à la haute technostructure. Mais vous êtes resté profondément africain et vous observez ce continent dans son évolution politique depuis des décennies. Merci d'avoir accepté notre invitation pour poser notre regard sur ce qui se passe sur le continent actuellement. Merci à vous. Nous l'avons dit, plusieurs pays du continent sont actuellement dirigés par des régimes militaires. Le Burkina Faso fait partie de ces pays. Son président s'appelle Ibrahima Traoré. Il est capitaine de l'armée burkinabé. Lorsqu'au début des années 90, le continent africain prend un nouveau départ avec les conférences nationales, avec le nouveau paradigme démocratie-développement, il n'avait que 2 ans. Il est né le 14 mars 1988. Aujourd'hui, devenu président du Burkina Faso, avec certains homologues militaires du continent, il veut incarner une nouvelle génération de dirigeants avec une nouvelle vision, une nouvelle orientation du continent. Écoutons un extrait de son discours. C'était à l'occasion du dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. De ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort.
Loïc Lefort-Prigent, nous venons d'écouter le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le président de la transition au Burkina Faso. Il dit non à l'ingérence étrangère, non à l'esclavage, non au néocolonialisme. Tout le monde sait à qui il s'adresse, en tout cas en premier. On sait très bien que ce sont les néocolonialistes, ce sont en premier les Français sur le continent, notamment dans les États francophones. Nous sommes passés d'une époque où les dirigeants du continent étaient méticuleusement, rigoureusement soucieux de bonnes relations avec la France, à une époque où on peut demander à un ambassadeur français de plier bagage en 48 heures. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui connaissez très bien ce continent? Alors, nous sommes dans une émission courte et l'histoire est longue. Voilà. Alors, je vais commencer par le début, c'est-à-dire que on peut effectivement parler du colonialisme de façon positive ou négative selon la manière dont on regarde a posteriori. Donc, une réalité n'est jamais blonde, noire, elle est grise. Alors, il y a eu des choses atroces dans le colonialisme, c'est clair, et puis il y a eu une volonté de développer un bien collectif et de développer une éducation, un ensemble de choses extrêmement importantes. Lorsqu'on parle de colonialisme, je pense à ma mère qui, pendant 35 ans de sa vie, a envoyé des livres, des matériels, là, avec une association de Bretagne pendant 35 ans en Afrique. Et donc il y a eu tout. Alors, je crois qu'il faut se regarder les choses positives. Il y a une empathie forte entre la France et les Français, en général, et le continent africain. D'une part, une curiosité, une affection, un amour et une connaissance de la culture africaine et de son intérêt pour le monde entier. Donc je crois que entre la France et le continent africain, il y a quelque chose de profond. Oui. Bon. Et ce quelque chose de profond ne va pas partir. Oui. Alors maintenant... La France politique, maintenant. Alors c'est la France... La France de ma mère, si vous voulez, hein. Ouais. Donc qui a accueilli les Africains comme moi j'accueille comme aucun problème avec les Français, ça c'est sûr. Enfants. Alors, du point de vue, il y a deux autres points de vue. Il y a un point de vue politique et un point de vue économique. Et puis ils ont été mêlés à un moment. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a demandé à un moment, on dit, bien, on veut l'indépendance. Très bien, alors vous avez l'indépendance. Et puis, comment se servir de cette indépendance? C'est-à-dire comment arriver d'une situation où il y avait un gouverneur français, d'une manière ou d'une autre, et à une démocratie en disant vous allez faire des élections, tout va bien se passer. Et ça a été une erreur profonde, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une culture de coloniser, de gouverner de l'extérieur, à une culture démocratique avec des élections. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, comment est arrivée cette culture démocratique dans nos pays, à partir d'une civilisation judéo-chrétienne qui est partie de ce qu'était le bien collectif, ce qu'était la nature profonde des individus, la nécessité critique, une collectivité basée sur l'intelligence et l'ascenseur social. Et on a connu ça dans toutes les démocraties. Alors, ce qui n'est pas le cas des autres États qui n'ont pas cette culture. Mais disons que nous sommes profondément judéo-chrétiens dans la manière dont nous avons bâti la démocratie. Qui s'est fait progressivement. Et donc il a fallu du temps pour arriver à la démocratie, puisque on est arrivé quand même par les royautés, par tout un chemin quand même très très long. Oui. Alors là, on a voulu prendre un circuit court en disant la démocratie, c'est l'élection. Et là, on est tombé sur un drame, c'est-à-dire que ça ne correspond pas. Oui. C'est-à-dire il fallait avoir une démarche beaucoup plus progressive pour partir d'une situation tribale. Situation tribale avec des tribus qui n'avaient rien à voir avec les États. Avec les nations. Avec les États-nations. Non, il fallait repartir sur ce qu'est la nation. Quel est aujourd'hui le sentiment national de la plupart des pays africains? C'est le club de football.
Oui, c'est ça qui cimente aujourd'hui. Ce qui fait le sentiment national, c'est ça. Vous dites quelque chose d'intéressant qu'il faut que vous précisiez. Je vous en prie. Vous avez dirigé une grande multinationale en Afrique. Enfin, oui. Vous étiez présent. On vous appelait en Afrique le roi du pétrole. Oui. Vous étiez pratiquement comme un chef d'État. Je ne cache pas. Alors, je vais expliquer un détail que je n'ai pas encore expliqué, c'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on donne la démocratie, lorsqu'on dit voilà, vous êtes libre. Vous allez faire des élections, vous allez faire, bon, etc. C'est à ce moment-là où il y a des changements et des coups d'État. Oui. C'est un changement. Et là, à ce moment-là, la puissance ex-coloniale dit c'est quand même embêtant parce que le pays va pas se développer dans ces conditions. Si jamais il y a coup d'État, parce que les coups d'État étaient successifs. Et donc c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a une dérive. Et c'est une dérive dont nous souffrons aujourd'hui. La dérive, c'est de dire il faut absolument qu'on essaie de stabiliser les États. C'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que les dirigeants. Alors là, je mets en responsabilité, monsieur. C'est ce que vous avez fait en stabilisant et en gardant au pouvoir certains chefs d'État. J'ai dit. Donc, on nous a dit essayez de stabiliser. Et stabiliser, c'était quoi? C'était la capacité pour la législation, pour les intérêts économiques, de rester dans les États. C'est-à-dire si jamais on est en situation instable tous les 2 ou 3 mois, personne n'investit dans un pays à 2 ou 3 mois. Et donc c'est ça qui a conduit. Et c'est ça qui a conduit à la stabilisation un peu qui aurait dû être relativement progressive et qui a été une stabilisation qui s'est inscrite complètement dans les gènes. Et donc on s'est retrouvé avec des présidents qui étaient en fait des dictateurs. Donc on a changé de paradigme parce que, ayant prôné la stabilité, on s'est retrouvé à prôner la stabilité complète, qui est quelque chose qui n'est pas démocratique. Dans la promotion. Et d'ailleurs, vous vous retrouvez dans ce que nous venons de voir, proche de quand on voit M. Poutine qui est là depuis un certain temps. Oui, mais on parlera de lui. On reviendra parler de Russie. On voit bien ce qu'a un détail important quand même, Monsieur le Floch-Prigent. Vous pensez, vous avez essayé dans une approche historique de nous expliquer comment les États sont nés rapide. Très rapide. Je peux faire 3 heures. Avec les problèmes structurels, etc. Mais ont-ils jamais été indépendants? Avez-vous vraiment, la France a-t-elle vraiment donné l'indépendance? Complètement. Vous pensez? Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est parce que après l'indépendance donnée, on s'est aperçu que les pays avaient des problèmes d'instabilité on a été. Nous n'avions pas en tant que dirigeant d'entreprise. Bon, moi, je considère que le monde un bras économique. Le monde est grand. Le monde est grand. On reviendra. J'ai pas besoin particulièrement de ci ou de ça. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on me dit si jamais vous avez s'occupé du Niger, c'est parce que à cause de l'uranium, je dis Bélivézé. Non, moi je me suis occupé. C'est moi qui ai découvert le premier. Mon entreprise à une période où on était en train de partir le premier gisement d'uranium. Non, pas d'uranium, de pétrole au Niger. Bon, et dès que je suis parti, c'est les Chinois qui sont venus, tout va bien, mais il n'y avait pas un intérêt frontal à l'époque d'Elf-Aquitaine de prendre le pétrole du Niger. Donc c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile. La manière dont on décrit aujourd'hui les choses en disant il y a un intérêt économique absolument extraordinaire. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On reviendra en détail. C'est une question centrale, ça. Je sais, et c'est ça qui pourrit l'ensemble des choses. Voilà, absolument. Et on reviendra sur ce point. Il y avait un intérêt culturel et historique de passion pour l'Afrique. Pas économique. À l'intérieur. Dans un premier temps. Dans un premier temps, non. On reviendra sur ce point important. Bien sûr. David Asiba Johnson. Nous l'avons dit, en 3 ans, 8 coups d'État. Loïc Le Floch-Prigent a essayé d'expliquer comment
au début des années 80, en tout cas un peu après les indépendances, les coups d'État se sont... Pourquoi les coups d'État se sont multipliés sur le continent? Avec la période de stabilisation qui est intervenue notamment dans les années 80, et où se sont solidifiées les dictatures qui nous ont conduits aux conférences nationales du début des années 90. Mais et cette nouvelle génération de coups d'État et de régimes militaires qui prend maintenant le pouvoir, comment comprendre, comment expliquer cela? Vous m'avez invité, j'ose espérer qu'on admettra une vision contradictoire. Ah, totalement. J'espère bien, monsieur le professeur. Totalement. Moi, je n'ai pas la science infuse, sachez. Je commencerai par citer Albert Camus, qui, dans L'homme révolté, spécifiait la chose suivante. La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. C'est profond, ça. Deuxième chose, deuxième citation d'Albert Camus, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Alors, je ne suis pas du tout de l'avis de mon co-débatteur, et à ce titre, il me plaît de citer Jean Perlevade, qu'il a bien connu, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Réformer la France ». Alors, je cite simplement à la page 42 ce que dit Perlevade au sujet de Jules Ferry. L'œuvre civilisatrice qui consiste à relever l'indigène, à lui tendre la main, c'est l'œuvre quotidienne d'une grande nation. Et les races supérieures ont un devoir de civiliser les races inférieures, dira Jules Ferry, qui rejoint en partie ce que venait de dire M. Le Floch-Prigent. Le deuxième motif est de caractère patriotique. La France battue par l'Allemagne va retrouver sa puissance et restaurer sa grandeur par une série de victoires faciles sur de peuples peu armés dans une vaste patrie du monde qui va du Maghreb à l'Afrique jusqu'à l'Asie. Telle est la réalité. Telle est la réalité. La réalité coloniale. Elle est là. D'accord. Cela dit, mais cela dit, d'accord. Permettez. Oui, totalement. Je pense que j'aurai autant de minutes. Je ne me suis pas exprimé sur ce sujet. Non, je suis... On est d'accord. Je me suis arrivé après. C'est ça. Vous vous êtes exprimé sur le fait qu'il y avait un lien culturel. Le lien culturel aussi, et qu'on envoyait des ouvrages, etc. Nous avons suffisamment du papier, du bois pour fabriquer du papier. C'est pas ça le problème. Et l'universitaire et le mathématicien que je suis pourra mieux vous en parler à ce sujet. D'accord. Le problème n'est pas là. Le problème est de maîtriser les sciences et les technologies. Revenons sur les problèmes essentiels dont nous parlions. Oui. Alors, s'agissant effectivement... des régimes militaires. Oui, mais... les régimes militaires. J'ai dit mal nommer les choses, c'est ajouter le malheur au monde. C'est pas du coup d'État. Parce que si vous parlez des coups d'État, dès l'indépendance jusqu'aux années 90, c'était des coups d'État dirigés par le gouvernement français. Non. Il faut le faire, la rétrospective. Non. Absolument. Non. Vous aurez le temps de me contredire. Il y a suffisamment de documents qui les prouvent. Tous les coups d'État qui ont été faits étaient des coups d'État commandités. Il y a Bob Denard, Alors, la liste est assez longue. On va citer des cas concrets. Peut-être que ça permet de mieux comprendre ce que vous dites. Oui. 1963, Sylvanus Olympus. La France était étrangère à ce coup d'État. Bon, il y a Tombalbaye de Tchad aussi, il y a beaucoup d'autres coups d'État qui sont intervenus. Vous avez deux conceptions. D'accord. La conception, y a-t-il des Français qui, ou le gouvernement français fait-il? Alors, vous êtes en train de me dire, le gouvernement français fait. Je vous dis non. Ce n'est jamais une volonté du pouvoir politique. Ingérence française, oui. Ça n'a rien à voir. C'est là où l'ensemble du dispositif est compliqué. C'est-à-dire que, et pour écrire l'histoire, il faut savoir ce qui a été demandé aux uns et aux autres. Moi, je sais ce qui m'a été demandé et ce que j'ai fait. Je suis capable de dire ce que j'ai fait. Et je l'ai dit d'ailleurs, maintenant c'est oublié, mais l'histoire ne commence pas avec François Mitterrand, monsieur. C'est-à-dire, oui, absolument. L'histoire commence avec De Gaulle. Je sais ce qui a été fait et je sais qu'il faut toujours faire cette différence. Bon. C'est-à-dire que monsieur vient de me parler de Bob Denard.
il y a des gens qui ont financé Bob Denard. Oui. Ces gens-là ne sont pas forcément français, c'est vrai. Les gouvernements français ni français. C'est plus compliqué. Et Sylvanus Olympio, la main de Focard, alors pour vous, elle n'existe pas. Non, ne perdons pas de temps. La main de Focard n'existe pas. Focard écrit... Effectivement, Focard s'engage dans des pays nommés avec l'assassinat des chefs d'État, Mba du Gabon et beaucoup d'autres sur le continent. Et là aussi, ce n'est pas le fait d'une décision politique. Il ne faut pas que nous devenions amnésiques. Non, il finit sur ce point rapidement et vous reprenez la parole. Oui. Alors, pour prendre ce qu'a fait par exemple Focard au Gabon, on voit la trace au Gabon, effectivement, pour essayer de stabiliser les choses. À la mort du dirigeant, c'est bien Focard et De Gaulle qui nomment ce qui est devenu Albert Bongo et Oumar. Bon, mais c'est clair. Voilà. Ça, donc vous vouliez apporter cette nuance. Il y a un certain nombre de choses qui sont claires. D'autres qui sont moins claires. Donc je crois que si on mélange trop de choses, par exemple, je dis aujourd'hui, on dit la France a pris tout l'argent de ces pays, etc. Donc, si jamais, moi, on ne m'avait pas demandé de considérer que les revenus du pétrole devaient revenir à la population gabonaise, congolaise et camerounaise, ça aurait été différent. C'est ça qu'on m'a demandé. Vous avez reçu c'est ça qu'on m'a demandé. Donc, de veiller à ce que le prix du pétrole, les revenus... Et contractuellement, moi j'ai vécu cette période où j'avais des contrats qui consistaient à donner au chef d'État une partie de la manne. C'était un contrat qui était fait historiquement en 1960. Et puis par ailleurs, il y avait une provision de développement qui était gérée par le pays et par Elf Aquitaine, et qui était gérée, c'était contractuel. Mais c'est ça le paradoxe. Et donc, à un moment, le fait de dire ça c'est pas bien, il faut arrêter ça, ce qui a été le problème que j'ai eu, vous vous souvenez. Bon, eh bien, ça a conduit à ce que aujourd'hui, 95 à 100% de l'argent est pris par les dirigeants eux-mêmes. Donc vous voyez, on comprend bien votre nuance. Le président que nous venons de suivre, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le Burkina Faso, a décidé depuis quelques semaines que dorénavant les entreprises françaises qui opèrent au Burkina Faso doivent payer des impôts. Ce n'était pas le cas avant. Est-ce que Elf Aquitaine payait des impôts en Afrique? J'ai payé mes impôts quand j'étais en Afrique, il n'y a aucun problème. Et ensuite, lorsque je suis parti, c'est les Chinois qui ont racheté à Elf Aquitaine le gisement, et le Niger a considéré que le pétrole devait être chinois. C'est sans problème. Alors maintenant, qui demande aux Chinois s'ils payaient? Non, je veux dire, bien sûr qu'on a payé des impôts. Donc je pense qu'il y a, à un moment, il faut regarder les réalités. Alors ces réalités ne sont pas forcément agréables à regarder, pas plus pour moi que pour d'autres. Je sais ce que j'ai fait. Par exemple, on vous dit aujourd'hui, vous avez corrompu Bongo. J'ai corrompu Bongo, pas du tout. C'est avant Bongo. Il y a eu un contrat entre le pays nouvellement arrivé et l'État français qui a été suivi ultérieurement. Un contrat favorable au Gabon? Un contrat complètement favorable au Gabon, puisqu'on empêchait le chef d'État de prendre 100% de la manne pétrolière. Le discours, le propos... Il n'y a jamais eu corruption. Le propos était la nuance qu'il voulait apporter, et M. Loïc Le Floch-Prigent, c'est deux choses. Il y a des changements sur le continent qui ne sont pas du fait du gouvernement français, qui sont le fait de certains Français, même si c'est difficile à croire que les renseignements français... Mais il y a aussi des Libanais, il y a aussi des machins... Il y a beaucoup de gens. On a bien compris. Et il dit, au fond, l'argent des États africains n'est pas que volé par la France. Il y a les dirigeants africains qui volent aussi. Et c'est le problème. Et ce que le dirigeant burkinabé... Alors, voilà la nuance qui tient à apporter. Il y a une question de méthode. Oui. Ou bien vous voulez faire un discours, laisser le fruit exposer ce qu'il dit. Pas du tout. Nous faisons du coq à l'âne. Et nous faisons du coq à l'âne, et c'est très dérangeant intellectuellement et même pour les téléspectateurs. Il s'agit d'abord d'analyser l'évolution, la dynamique en fait des coups d'État au niveau de ce que vous avez appelé des coups d'État, la résurgence des coups d'État. C'est ça. Et j'ai dit que mal nommer les choses, c'est
ajouter du malheur au monde. Pour moi, ce n'est pas des coups d'État. Ça, c'est un autre problème. Nous reviendrons là-dessus. Cependant, sur le plan historique, et nous ne saurions faire l'économie, puisque des textes l'ont adoubé, écrit, des mémoires ont été écrites dans ce... C'est le cas de Focard, qui reconnaît effectivement qu'il a été à l'origine de plusieurs coups d'État, dont certains coups d'État, et on pourra dire que la France a joué un rôle fondamental dans l'assassinat, justement, de Silvano Solensio. Alors, je crois que la première chose, il faut être grand et avoir l'humilité des choses. Il y a des actes barbares qui ont été commis, et c'est pas simplement quand on soulève ces problèmes, le gouvernement français parle de repentance. Non, on peut reconnaître qu'il y a des atrocités qui ont été faites, et ces atrocités, elles sont indélébiles, n'est-ce pas? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Expliquez davantage, quand vous dites que ce ne sont pas des coups d'État. C'est intéressant, ce que vous dites. Si vous considérez, d'abord, est-ce que vous considérez que quand la France, ou bien Focard, sous l'initiative d'une direction, fait des coups d'État, ça, c'est des coups d'État. Est-ce qu'on les appelle des coups d'État ou on les qualifie tout simplement de stabilisation du régime en cours? D'accord. Je vous pose une question. On l'appelle stabilisation de régime. Stabiliser un régime en cours, un pouvoir en cours. C'est aussi un coup d'État. C'est absolument un coup d'État. Institutionnel, constitutionnel, tout ce absolument. Bien sûr. Bon, il n'y a pas que le coup d'État militaire. On est totalement d'accord. Stabiliser un régime qui n'a même pas été élu, donc, puisqu'on sait très bien, mal élu, où il y a eu des vols au niveau de l'organisation électorale, qui n'ont pas de reconnaissance de validité juridique, n'est-ce pas? Et qu'on va forcer les éléments pour proclamer des résultats à 2h du matin pour éviter une certaine forme de révolution. Et ça, par exemple, ce n'est pas des coups d'État, on appellera ça de la stabilisation des gens qui sont des collaborateurs. Je le dis. Et je ne fais pas l'économie. Oui, allez-y, très bien. Alors, maintenant, la suite du raisonnement. 1990, puisqu'il s'agit d'aller vite, vous dites 1990, apparaît une certaine forme de démocratie, etc. C'était le postulat. C'était un postulat. Quelle démocratie? Est-ce que l'Afrique a attendu l'Europe pour connaître la démocratie? Nous avons, en 1450, au niveau du Mali, des textes qui déjà prouvent exactement comment la gouvernance, la démocratie a lieu. Cette démocratie-là, dont on parle, c'est ce que, justement, Villepin appelle de Villepin appelle une démocratie d'opinion. C'est une démocratie d'opinion, la démocratie. Il parlait de la démocratie française. Oui, mais celle de l'Afrique, c'est une démocratie d'opinion ou c'est... D'accord. Bon, poursuivons. Alors, dès lors où on n'est pas dans cette logique, qui est une logique préalablement définie, et je vous avais dit que moi j'ai un concept qui me permet d'appréhender le réel d'une autre manière. C'est ce que j'ai introduit en disant l'irréversibilité des avantages acquis dus à la procédure, à la posture coloniale. Si vous prenez cette grille de lecture, vous pouvez justement analyser les problèmes d'intérêt économique, d'intérêt industriel, etc., etc. Ne pas en faire l'économie, c'est de dire, bon, jouons le jeu. S'il n'y a aucun intérêt, comme il le disait, mais à ce moment-là, pourquoi actuellement, nous dit-on, et on nous interdit de justement traiter avec différents acteurs. C'est une question très importante et je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques instants aborder effectivement la question de la pluralité des partenaires sur le continent. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.